Bonjour les amis, ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Nous nous retrouvons en ce mois de juin avec un nouveau sujet que nous avons choisi d'étudier ensemble, l'immigration. L'immigration entre intégrer et assimiler. Dans le monde actuel, les gens se trouvent de plus en plus dans le besoin ou l'envie de quitter leur pays, leur patrie, pour en rejoindre une autre. Cet immigré emporte dans ses bagages non seulement des vêtements, mais aussi des souvenirs euh, de son pays d'origine, des habitudes, des mœurs, des règles vestimentaires, gastronomiques et même des accents qui ne les quitteront souvent jamais. Certains pays se ressemblent, d'autres sont très différents. Comment le voyageur peut-il s'adapter à cette nouvelle vie et comment accueille-t-on la culture du pays hôte? Nous avons le plaisir d'entendre le témoignage de Yong Do de Vietnam, professeur de français. Bonjour Yong et merci beaucoup Bonjour, d'être parmi nous. Non. bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Hương Do. Je suis professeure de français depuis 30 ans et j'enseigne à l'université de Hanoï. Voilà. Très enchantée. Alors maintenant, je passe la parole à Christine qui va échanger avec vous. Ben, vous pouvez considérer que ça, c'est un interview alors, sur le thème. Alors, et Christine, c'est l'animatrice là maintenant. Je vous en prie. Merci Avec beaucoup, plaisir. Long, de ce temps d'échange, malgré le décalage horaire. Donc, combien il y a de décalage horaire entre la France et le Vietnam? 5 heures, je crois. 5 heures, donc c'est encore gérable. Il fait jour chez vous, il fait jour chez nous, tant mieux. Oui. Alors, donc, vous êtes professeur de français au Vietnam. Est-ce qu'il y a un attrait particulier d'ailleurs du français au Vietnam ou pas? Est-ce que les gens ont envie, est-ce que c'est l'anglais qui domine? Est-ce que c'est le français qui domine? C'est l'anglais qui domine, toujours. D'accord. Donc le français est minoritaire. Donc vous êtes une espèce rare, prof de français au Vietnam. Il n'y en a pas beaucoup, Oui. je suppose. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est le français, d'abord, c'était la langue à l'époque coloniale, donc la langue avant 1954, c'est à l'époque coloniale, c'est la langue officielle. Et après, c'est devenu une langue étrangère. Et ça a connu des déclins, comme avec des événements historiques. Et c'est revenu avec la création des classes bilingues franco-vietnamiennes pour former une nouvelle génération de jeunes francophones et réactiver les relations avec la France. La France considère le Vietnam comme une entrée dans la région de l'Asie-Pacifique. Et donc, on entretient entre les deux pays des relations assez étroites sur tous les plans. Et donc, le français est d'abord enseigné dans des classes bilingues et puis aussi comme langue seconde dans certaines autres classes, voilà, après l'anglais. D'accord. Donc il y a une réconciliation après une période compliquée. Voilà. Alors du coup, pour être professeur de français, je suppose que vous êtes venu en France. Oui, je suis venue en France pour un stage en 1997, mais surtout, j'ai suivi de loin des formations de master et de doctorat. Voilà. Alors, est-ce que quand on est professeur de français au Vietnam et vietnamienne, est-ce que entre les deux, votre cœur balance entre le Vietnam et la France? Est-ce que c'est La comme France, ça que... c'est un pays que j'aime beaucoup. Hein. C'est d'abord par... disons que c'est un pays que j'adore. Mais mon pays natal, c'est le Vietnam. Je ne l'ai jamais vraiment quitté pour un long séjour à l'étranger. Bon, j'ai passé de brefs séjours en France, en Belgique. Mais mon pays natal, c'est le Vietnam. Donc, et puis, je n'ai jamais l'intention de quitter mon pays pour aller vivre en France, par exemple, même si j'adore ce pays.
Est-ce que vous connaissez la communauté française qui habite à Hanoï? Est-ce que vous les fréquentez? Et qui compose cette communauté? Donc, en fait, ce sont surtout des expats et qui vivent ici pour des raisons professionnelles. Par exemple, des professeurs et aussi les hommes d'affaires et le corps diplomatique. Voilà, donc il y a une école française ici, qui est nommée l'école Alexandre Hyacinthe, donc qui attire non seulement des enfants français, mais aussi des enfants vietnamiens revenus de France, par exemple, avec leurs parents qui sont diplomates ou hommes d'affaires ou autres, ou anciens étudiants en France, parce qu'on a pas mal d'étudiants voilà, qui font des études en France. Ça augmente d'ailleurs. Et donc, ça forme une communauté de francophones plutôt. Et les liens entre la communauté vietnamienne et la communauté francophone, vous pourriez la qualifier de comment? C'est comme dans toutes les autres communautés ici, c'est un lien pacifique. Donc, ça repose, c'est surtout le lien entre les individus. On n'a pas vraiment de discrimination, voilà, pas de racisme dans ce sens-là. Donc, le Vietnam a une tradition d'accueillir chaleureusement après l'indépendance. Donc, ceux qui viennent travailler chez nous. Donc, que ce soit les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands. Donc, on a, disons que on considère que ce sont des pays plus, disons, civilisés que d'autres, plus riches civilisés. Donc, s'ils viennent ici pour travailler, c'est surtout, ils ont quelque chose à nous apporter. Et donc, ils sont toujours bien accueillis ici. Merci. Alors, entre-temps, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Marchal qui vient nous rejoindre de Thaïlande. Bonjour Bruno. Donc, on a commencé, pas de souci, on a commencé l'émission. Simplement, est-ce qu'il serait possible de vous présenter rapidement? Ok, bon, présenter rapidement alors. Donc, je suis donc professeur, enseignant-chercheur en fait, à Thammasat University, donc à Bangkok. Je suis aussi chargé de cours à l'université de Rouen pour des modules à distance. Et je pilote actuellement un projet sur la Mauritanie pour des conceptions de parcours pour des apprenants en Mauritanie. Voilà, en gros, ce que je suis en train de faire en ce moment. Sinon, j'ai pas mal d'activités. Je fais du théâtre avec mes étudiants, je fais de la recherche, enfin voilà, beaucoup de choses, spécialement en ce moment. Alors, comment est-ce qu'un Français se retrouve en Thaïlande, à Bangkok et à vivre là-bas? C'est simple. Quand je suis venu ici, c'était dans les années 90, c'était le chômage en France, donc je suis venu chercher du travail, tout simplement. Puisque quand on est en France, quand on était en France dans les années 90, quoi qu'on ait comme diplôme, ça ne servait pas à grand-chose. Je me souviens que mon voisin qui avait fait des études de médecine, il n'avait pas de boulot, puisqu'il n'arrivait pas à avoir une clientèle. Moi, j'avais déjà un master de cinéma et donc l'art du spectacle. Je faisais plutôt des piges. Je travaillais dans la communication d'entreprise, mais ce n'était pas vraiment pérenne. Donc, je suis venu ici, donc en Thaïlande. J'ai refait le même boulot, en fait, au début. J'ai travaillé donc dans une boîte de production ici, à Bangkok. Mais manque de peau, en 1998, a eu une grosse crise économique en Asie. Peut-être que d'ailleurs au Vietnam, c'était la même chose. Et donc, évidemment, tous les marchés de communication se sont effondrés. Donc, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, en Thaïlande. J'ai été manager d'un hôtel et d'un golf dans le Nord. J'ai commencé à faire quelques heures de français à l'Alliance française. Puis voilà, de fil en aiguille, je suis rentré à l'université.
c'est pas la même que celle où je suis aujourd'hui. Mais disons que j'ai commencé, voilà, dans les années, fin des années 90, à entrer à l'université. D'accord. Donc, l'étranger représente une opportunité, en fait. Aller dans un autre pays, c'est rencontrer d'autres valeurs et puis peut-être du travail ou une autre langue. Qu'est-ce que vous diriez pour vous, l'un et l'autre, l'un en Vietnam, l'autre en Thaïlande, qu'est-ce qui vous paraît le plus remarquable dans le pays dans lequel vous vivez? Donc, Huong en tant qu'autochtone, puisque tu es vietnamienne. Maintenant, je vais vous tutoyer, ça sera peut-être plus simple. Et puis, Bruno en tant que Français expatrié. Alors, on va commencer par Huong. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable dans le pays par rapport à l'accueil de l'autre? Moi, je trouve que c'est vraiment très facile, de mon point de vue, pour un Français, par exemple, de vivre et de travailler ici. Donc, d'abord, la gastronomie est vraiment très, très bonne. On mange bien pour peu de choses. Et aussi, bon, sauf qu'il n'a pas le droit d'acheter des maisons, des appartements, mais sinon, il a tous les droits comme les autres. Et puis, on peut gagner pour vivre correctement ici, parce que l'étranger est toujours mieux payé que les Vietnamiens pour le même poste. Et donc, je comprends les expats quand ils veulent bien rester des années et des années ici. Merci. Et pour Bruno, alors quel est l'intérêt, qu'est-ce qui est le plus remarquable en Thaïlande dans le rapport à l'autre? Alors, c'est un peu comme pour le Vietnam, sauf que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Young, sur l'histoire de l'accueil des étrangers par rapport aux professions. Ici, certaines professions sont interdites aux étrangers. Donc, tu peux pas faire de l'artisanat, tu peux pas faire… non, tu peux faire certains métiers dans le commerce, de l'import-export, mais il y a des métiers qui sont réservés aux autochtones. Donc, je suppose que c'est pareil pour le Vietnam. Ah oui, mais sinon… Tu peux pas être policier ou travailler dans l'administration. Policier, oui, tu peux pas travailler dans l'administration, ça c'est normal, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont interdits aux étrangers. Il y en a qui sont réservés parce que, évidemment, tout ce qui est par rapport à l'enseignement, que ce soit dans les langues ou des disciplines scientifiques, donc ils ont besoin, voilà, et le monde des affaires. Mais le monde des affaires, c'est différent parce que c'est pas des gens qui sont avec des contrats locaux, c'est plutôt des contrats d'expatriés ou bien, voilà. Donc c'est pareil ici en Thaïlande et la même chose que pour le Vietnam, on peut pas acheter de terrain au sol. Et on peut acheter, mais en l'air, donc des condominiums, des appartements, mais pas de terrain au sol. C'est réservé donc aux Vietnamiens pour le Vietnam et puis aux Thaïlandais pour la Thaïlande. Voilà, donc je pense que c'est à peu près la même chose dans les deux pays. Et d'ailleurs, dans les autres pays aussi, excepté peut-être le Cambodge. Le Cambodge, c'est plus facile. D'accord. Donc, un accueil satisfaisant, facile, une bonne intégration, néanmoins, des zones limitées, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais néanmoins, la question suivante portera sur la tolérance. Est-ce que vous pourriez dire que votre pays respectif est quand même un pays tolérant et ouvert à la diversité, à tous les types de diversité, pas forcément française ou pas? Alors, je vais commencer par Huong et je vois qu'elle fait la moue. Oui, parce que toutes les diversités, moi, je serais incapable de dire parce que je pense que je n'ai pas assez de connaissances. Je veux dire, mais peut-être la tolérance envers les étrangers, je pense que oui. Je pense que les étrangers ici sont mieux tolérés que les Vietnamiens. Alors, si par exemple, parce que c'est compréhensible, on est dans une communauté et puis on se regarde les uns les autres. C'est comme les voisins qui regardent, voilà, tiens, celui-là a une voiture plus grosse, a une moto plus grosse que nous, qu'il s'habille plus élégamment, etc. Mais dès que c'est un étranger, alors il lui montre pas du doigt. Voilà. Et là, par exemple, déjà dans les vêtements, ici, on est dans un pays
orientale. Donc, normalement, on s'habille assez correctement. Disons que pas de vraiment d'utilité. Mais je me rappelle même dans les années, à la fin des années 90, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, il y a déjà mes collègues qui arrivaient en classe avec des décolletés et tout ça. Donc, on le considère normal, comme normal. Il n'y a pas, puisque ce sont des étrangers, donc c'est normal. Voilà. D'accord. Alors, donc, je vois que Bruno s'est absenté, donc on va continuer avec Huang. L'histoire des vêtements m'intéresse beaucoup sur la tolérance. Est-ce que, parce que nous, on a eu en Europe, bien évidemment, un débat très fort sur le voile, sur l'aspect vestimentaire. Est-ce qu'une jupe courte, une coupe de cheveux un peu décalée, c'est plus que montrer du doigt? Ça serait vraiment un signe d'intolérance. Quelqu'un pourrait être rejeté pour les signes extérieurs qu'il manifeste. Donc, il y a des endroits où on doit s'habiller correctement. Par exemple, dans il y a le code vestimentaire, c'est partout pareil. Par exemple, dans un monument religieux, vous n'avez pas le droit d'avoir des décolletés. Ou quand vous allez en classe pour les professeurs, il y a aussi un certain code vestimentaire. Mais moi, je vois qu'on est plus tolérant envers l'étranger que pour les Vietnamiens. Il peut se permettre plus de choses. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est pareil en Thaïlande? Est-ce que le rapport à la tolérance, il est peut-être inscrit dans les gènes asiatiques? Enfin, on va en discuter. Et est-ce qu'il est encore plus ouvert pour les étrangers qui habitent en Asie, Bruno? Alors, sur la tolérance, d'une manière générale, oui, les Asiatiques sont très tolérants, mais particulièrement la Thaïlande, parce que c'est un pays qui est profondément bouddhiste. Et le bouddhisme, c'est justement ne pas s'intéresser aux affaires des autres, chacun fait ce qu'il veut, à partir du moment où on n'embête pas les autres sur leur territoire ou sur leur liberté. Donc, il y a une grande, grande tolérance. Et puis parfois, il y a des intolérances totales. Ah, comme lesquelles? Les intolérances totales, c'est par rapport, comme l'a dit Huang, sur un certain code vestimentaire qu'on ne peut pas avoir dans certaines situations. Alors, c'est souvent lié à la religion, mais aussi par rapport à un statut social, peut-être. D'accord. Alors, est-ce que dans ce rapport à la tolérance, est-ce que le rôle de la femme, puisque c'était un peu l'objet de nos premiers webinaires dans Regard Neuf, est-ce que le rôle de la femme, il a évolué lui aussi avec un regard plus positif au fur et à mesure des décennies au Vietnam et puis en Thaïlande ensuite? Oui, moi je pense que c'est aussi la tendance dans le monde actuel, c'est que les femmes prennent une place de plus en plus importante tant à la famille que dans la société, dans le travail. Oui, donc nous, on peut dire que par exemple, on est un pays avant 1945, c'est un pays féodal. Ça veut dire que les femmes, c'était rien du tout. Mais dès la première élection, en 1946, les femmes ont le même droit de vote que les hommes. Donc, ça, c'est déjà un grand pas vers le féminisme. Et donc, aujourd'hui, c'est la discrimination de sexe, c'est toujours au niveau de la famille, où les femmes, je pense que c'est partout pareil, doivent passer plus de temps dans les tâches ménagères. Les femmes doivent s'occuper essentiellement de l'éducation des enfants, alors que les hommes sont là pour gagner de l'argent, pour s'occuper le côté financier de la famille. Et le Vietnam est un pays comme la Chine, par exemple, où la lignée familiale est particulièrement importante.
Donc, et c'est de père en fils. Donc, le nom de la famille se transmet de père en fils et le culte des parents, des ancêtres, après leur mort est aussi très important. Donc, si on souhaite avoir des fils dans la famille, c'est parce qu'on souhaite qu'ils continuent d'abord cette lignée familiale et puis aussi le culte des parents, des ancêtres. Voilà. Donc, si vous avez voyagé au Vietnam, vous remarquez que dans chaque famille, donc il y a un autel des ancêtres qui se trouve au milieu de la maison ou quand on habite une maison à plusieurs étages, là, c'est à l'endroit le plus élevé de la maison. Donc, ça veut dire que c'est très important pour nous. Donc, c'est là où il y a la discrimination de sexe. Parce que quand une famille, quand on n'a pas de fille, alors c'est un malheur. Elle n'a pas de fils, pardon, c'est un malheur. Et donc, maintenant, ça commence à changer, parce que ça évolue avec le temps, mais surtout à la campagne, c'est toujours très, très important. Du coup, les fils uniques, par exemple, les fils uniques dans une famille où il n'y a pas du tout de fils prend beaucoup d'importance et cela peut être nuisible pour l'éducation de cet enfant-là. Merci pour cette belle réponse. Alors, en Thaïlande, est-ce que le rôle de la femme a évolué récemment dans la dizaine d'années ou alors est-ce que c'est depuis 1946, dans l'après-guerre, comme le dit Huong au Vietnam? Bruno? Non, ça n'a rien à voir avec la guerre. Par contre, enfin, peut-être par rapport à la guerre du Vietnam, puisque la Thaïlande était une base arrière militaire des soldats américains pour le repos, justement. Et les femmes avaient leur rôle à jouer pour le repos de ces soldats. Alors, on l'a perdu, mais effectivement, je pense qu'il va revenir dans quelques instants, parce qu'on ne voit pas dans les vignettes, mais on est dans des pays différents. Et donc, c'est déjà une prouesse technologique que d'arriver à se connecter tous au même endroit. On entend les bruits de la vie, d'ailleurs, qui sont derrière. Donc, on va attendre que Bruno revienne tranquillement, mais je prépare déjà ma dernière question avant de passer aux questions de notre témoin du jour. Merci à Ludovic de jouer ce rôle-là. Sur le fait qu'on vit une pandémie, on le vit nous en Occident et puis vous en Orient. Est-ce que ça a rapproché les communautés ou est-ce que ça les a séparées? Alors, chez nous, ça nous a rapprochés. Là, par exemple, tout dernièrement, la pandémie est revenue chez nous avec un nombre record des personnes qui sont contaminées par jour. Et donc, il y a des villages ou des zones industrielles qui sont en confinement. Et on lance sans cesse des appels sur les réseaux sociaux pour aider ces communautés-là, que ce soit par le don ou que ce soit pour acheter le produit agricole. Parce que là, par exemple, c'est la récolte des melons d'eau, des pastèques, et on commence à voir sur Facebook, par exemple, des appels pour acheter ces pastèques pour ces paysans qui sont confinés. Donc nous, on doit respecter vraiment strictement les consignes du gouvernement parce que sinon, on serait incapable de résister à la pandémie. On n'est pas bien équipé sur le plan médical. On a des super médecins, mais on est un pays en voie de développement. On n'a pas assez d'équipements médicaux, donc il faut prévenir. Il faut toujours y donc ça a vraiment rapproché les gens. Merci pour cette réponse. Alors, Bruno est de retour. Donc, on était en train de parler de l'évolution de la femme et on était en train de parler des tâches ménagères et donc qui étaient dévolues parfois à certaines communautés, puisqu'on parlait des femmes qui viennent de Philippines. Alors, est-ce que tu veux compléter cette réponse, Bruno? Oui, alors je ne comprends pas en fait pourquoi je suis sorti, parce que moi je me vois toujours dans la vignette. Ce que je disais, et ce que j'étais en train de dire plus exactement, c'est que aujourd'hui, pour moi, les femmes ont le même statut que les hommes. Et même, je dirais même plus important. C'est souvent elles qui tiennent les cordons de la bourse, qui font des affaires, qui font du commerce.
Et je reprends l'exemple que vous me donnez avec l'histoire des pastèques. Elles font énormément de commerce via les réseaux sociaux. Donc, elles travaillent. Toutes les femmes travaillent. Les femmes travaillent, y compris sur les chantiers. Donc, on voit autant de femmes sur les chantiers que des hommes qui ont des besognes compliquées, qui travaillent vraiment dans la construction. Donc, les femmes comme les hommes. Et donc, dans les classes sociales un peu plus élevées, c'est souvent les femmes qui travaillent et qui ont donc, de bons salaires, qui ne se marient plus en fait, souvent qui travaillent et qui vivent leur vie seules. Et lorsqu'elles se marient, c'est que vraiment, à un moment, elles ont décidé qu'elles avaient assez d'argent pour bien vivre, avoir leur maison, leur appartement, leur deuxième appartement, leur voiture, leur deuxième voiture, et ne pas être dépendante de l'homme. Merci. Alors, Huong, tu sais, on voit que tes petites filles sont de retour, on les entend qui batifolent dans la pièce. Alors, vous pouvez couper votre micro quand vous n'intervenez pas, ça évite les bruits parasites. Donc, tout en bas, c'est pas grave, mais tout en bas, vous avez la possibilité de couper le micro en mute, comme ça, on arrive bien à se concentrer sur ce que dit l'auditeur. Et je dis ça parce que j'ai une dernière question pour Bruno, à propos de la pandémie qui est mondiale, forcément, parce que c'est le principe d'une pandémie. Je vous demandais à Huong si ça avait rapproché ou séparé les communautés, et Huong disait qu'il y avait une grande solidarité qui s'était mise en place. Elle donnait l'exemple des pastèques. Qu'en est-il en Thaïlande ? Alors, la pandémie, on l'a bien vécue jusqu'à le mois d'avril, en fait, puisqu'il y a eu une vague, alors qui reste une vaguelette au regard de ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Puisque avant avril, on était à 60 morts et aujourd'hui, on doit être à 600. Donc, ça fait quand même 10 fois en un mois, mais c'est rien par rapport à d'autres pays. Ça, c'est un premier constat que je dois faire parce que ça a été quand même bien géré au niveau du pays. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Si je continue à parler de toute manière. Pas de problème, pas de problème. Donc, il y a de la solidarité, au niveau donc, des gens qui viennent de province, parce qu'en province, évidemment, il y a moins de structures médicales, d'hôpitaux de qualité, mais il y a quand même un système qui fait que pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, ils peuvent quand même aller à l'hôpital et recevoir quelques soins. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un système de santé privé qui est très concurrentiel et donc il y a un double système. Il y a un système pour les gens qui n'ont pas d'argent et là, ils sont quand même moins bien soignés parce que les médecins qui veulent gagner de l'argent vont dans le système privé. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc les médecins qui seraient moins bons vont dans le système où ils sont moins payés et les systèmes où on paye le mieux reçoivent tous les meilleurs médecins. Voilà, c'est comme dans beaucoup de pays aussi. Exactement, c'est une constante internationale. Alors maintenant, il est temps de passer la parole à notre témoin du jour, Ludovic, qui a écouté nos échanges pendant ces 25 dernières minutes et qui a peut-être des réactions à poser ou à avoir vis-à-vis de nos deux intervenants. Ludovic ? Oui, merci de me donner la parole. J'avais une question pour toi, Bruno, enfin pour tous les deux finalement, parce que en tant qu'étranger, quand on arrive dans un pays quel qu'il soit, mais surtout les pays lointains, on a toujours tendance à se rapprocher de ses pairs, et donc il y a des communautés françaises dans tous les pays, il y a l'Alliance française, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours quelque chose qui est très actif, ou est-ce qu'il y a une réelle intégration du français, en l'occurrence, dans la population, et plutôt que de former une communauté où les gens se retrouvent par pays? Chez nous, il y a toujours ces communautés. Il y a même aujourd'hui avec Facebook, il y a le groupe Facebook, il y a même la communauté des francophones au Vietnam sur Facebook qui se donne des informations sur les emplois, sur les démarches administratives, se lance des rendez-vous, des rencontres. Donc c'est d'abord au niveau du lieu de vie, du lieu de travail. Par exemple, le groupe des professeurs de français c'est l'Institut français. Non, il n'y a plus d'alliance française.
dans le monde des affaires, ou par exemple une communauté des parents d'élèves de l'école Alexandre Hyacinthe. Et c'est là où se passent des échanges entre les Français et les autochtones, parce qu'il y a aussi des parents vietnamiens dans ce lycée, voilà. Et bien sûr, il y a beaucoup de Français qui se sont mariés avec des Vietnamiens et des Françaises avec des Vietnamiennes, de Françaises avec des Vietnamiens. Et donc, du coup, il y a, parce qu'ici, la famille est très importante, le réseau familial aussi, c'est ces réseaux familiaux qui adoptent aussi l'étranger, donc le français. Et pour toi, Bruno, c'est le même constat, toi qui es marié aussi donc avec une Thaïlandaise. Est-ce que cette communauté française pour toi c'est toujours quelque chose d'important ou est-ce que tu vis vraiment intégré dans la population thaï? Alors, je vis pas du tout avec la communauté française, mais ça dépend en fait des gens qui sont employés locaux ou pas. Si vous êtes envoyé par votre pays, que vous êtes expatrié avec une entreprise et que vous arrivez ici, vous n'avez aucun contact avec les gens locaux. C'est simplement pour des histoires de commerce ou de donnant-donnant. C'est-à-dire, tu me donnes ça, je te donne ça. Mais il n'y a pas de réelle intégration pour tous les expatriés qui sont envoyés par leur société. Par contre, les gens qui travaillent en local avec des salaires locaux, comme moi, quelle que soit la profession, en général, on est intégré avec le milieu dans lequel on est, c'est-à-dire le milieu professionnel. Mes collègues sont thaïlandais. J'ai 2 collègues français, mais bon, je les vois quasiment jamais. Je vois plus mes collègues thaïlandais que mes collègues français. Et puis, donc, dans le milieu familial, évidemment, donc, je vois ma belle famille et je vois très rarement ma famille et encore moins la famille de mes amis qui seraient français ici. Donc, c'est vraiment, ou bien vous êtes local avec un salaire local et vous êtes intégré dans la culture locale, pour peu que vous fassiez l'effort de vous intégrer aussi, c'est-à-dire d'apprendre la langue, d'apprendre la culture, de suivre quelques principes de base. Ou bien vous êtes expatrié, dans ce cas-là, vous n'avez aucun contact avec la culture locale, si ce n'est un expatrié qui vient ici faire ses petites affaires, puis quand il a fini, il s'en va, puis il a complètement oublié ce qui s'est passé dans le pays qu'il a accueilli pendant 3 ou 4 ans. Voilà. Mais moi, je vis plus du tout comme un Français de France. C'est-à-dire que je ne reçois pas comme vous, les Français, vous recevez chez vous. Je vais avec mes amis thaïlandais au restaurant, mais je ne reçois pas chez moi. Je n'ai plus la même vie culturelle qu'un Français peut avoir, c'est-à-dire le cinéma. Quand je vais au cinéma, en fait, je vais souvent au cinéma plutôt seul. Donc je vais pas, ou alors avec des Thaïlandais, mais eux, ils ne sont pas trop ciné. Et puis, il faut dire qu'il y a un manque culturel ici qui est quand même assez flagrant par rapport à ce qu'on peut avoir en France, même s'il y a des musées, etc., il y en a. Mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Donc, les sorties culturelles, elles ne se font pas du tout comme on peut les faire en France. Les cafés, ce n'est pas du tout le même impact. Ce n'est pas un café discussion ici, c'est un café travail. Donc, moi, je suis plus un Français de France qui vit en Thaïlande. Je suis un Français qui vit quasiment comme un Thaïlandais. Mais je ne serai jamais Thaïlandais, par contre. D'accord. J'avais une deuxième question qui s'adresse… Pardon. Je voudrais ajouter une idée à la question de Ludovic, parce que l'expérience de Bruno me fait penser à mes collègues français ou marocains, etc. Nous, on a régulièrement des lecteurs francophones qui viennent enseigner dans notre département, que ce soit pour quelques mois ou pour quelques années. Et moi, je dirais que l'intégration de l'étranger au sein d'un milieu professionnel comme mon département, ça dépend fortement de la volonté de celui-ci ou de celle-ci. Alors, je prends l'exemple, il y a une professeure à la retraite, une professeure française qui est venue chez nous seulement 6 mois, mais elle a parfaitement intégré dans la vie du département. Alors qu'il y a une autre qui est restée 4 ans
Alors, elle est venue ici avec sa famille, son mari, ses 4 enfants, mais bon, elle a toujours refusé d'emmener les enfants dans les réunions, disons, familiales, par exemple, des départements. Donc, ça dépend vraiment de la volonté et aussi de la connaissance de l'étranger sur le Vietnam. Voilà. Et aussi, ça dépend aussi de l'âge. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'avais une question qui était liée un petit peu à l'histoire de vos deux pays, qui est un peu différente, et l'ouverture au tourisme. Donc, en Thaïlande, donc cette ouverture au tourisme, elle est déjà assez ancienne, et donc il y a beaucoup de touristes qui vont en Thaïlande, un petit peu moins au Vietnam. Est-ce que ça a joué sur la tolérance ou l'acceptation de l'étranger d'une façon positive pour vous, ou au contraire le comportement peut-être déplacé de certains étrangers quand ils vont en vacances en Thaïlande ou peut-être récemment au Vietnam fait que ça peut au contraire bloquer l'intégration des étrangers dans votre pays? C'est vrai que le Vietnam est ouvert après la Thaïlande sur le côté du tourisme, mais il ne faut pas oublier que avant la pandémie, donc on faisait partie des 10 premiers du monde où il y a le taux de croissance le nombre de touristes internationaux le plus remarquable. Donc, en 2019, le Vietnam a reçu 18 millions de touristes étrangers. Une dernière question peut-être, Ludovic? Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Wong, ou ce que Bruno vient de dire, justement, donc c'était de savoir, donc nous on a fait l'objet d'un très très bon accueil quand on est allé en Thaïlande ou au Vietnam. Donc il y a une tradition à très bien accueillir l'étranger, donc que ce soit le touriste ou que ce soit pour des raisons d'expat pour s'intégrer. Est-ce que c'est vrai pour toutes les origines et de toutes les religions? C'est une bonne question parce que même aujourd'hui bon, les religions c'est une autre chose parce que ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où le catholicisme, par exemple, a vraiment très mal vécu chez nous. Mais aujourd'hui, je crois que le fait que vous êtes musulman, vous êtes catholique ou vous êtes bouddhiste, ça n'a pas vraiment d'impact sur l'accueil des Vietnamiens envers vous. Par contre, la couleur de peau, peut-être. On est plutôt répugné envers les Noirs. Mais je pense que c'est à cause de la méconnaissance, parce qu'on ne connaît pas bien assez. Ici, c'est les Vietnamiens en général, pas moi. On ne connaît pas assez ces gens pour vraiment avoir une communication, avoir un échange avec eux. Donc mais on ne les chasse pas, ça c'est sûr, on ne les chasse pas. Bien sûr. Alors qu'il y a de footballeurs noirs dans les équipes qui sont au tournoi nationaux. Voilà. Merci beaucoup, Huyong. Alors, on va reposer cette dernière question de Ludovic à Bruno pour clore cette rencontre, avant la conclusion, bien évidemment, d'Amal, qui a écouté avec attention et qui va pouvoir faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Donc, Ludovic, je te laisse reposer la question à Bruno. Oui, Bruno, ma question, c'était de savoir si cet accueil dont on a bénéficié, nous, quand on est allé en Thaïlande ou au Vietnam, est-ce que en tant qu'Européen, cette tolérance, est-ce qu'elle est vraie pour toutes les races ou toutes les religions? Alors, j'avais commencé à répondre tout à l'heure pour l'accueil des touristes, c'est à peu près la même question, oui. Pas touristes ou expats éventuellement, quoi. Alors, en fait, et j'ai entendu aussi le début de réponse de Huyong tout à l'heure, avant que je sois coupé. Il y a des communautés qui sont plus ou moins
apprécié. Donc, les Chinois, c'est un peu comme Hong. Il y a certains comportements des Chinois qui se retrouvent dans un pays étranger qui sont assez mal perçus, mais c'est les Français aussi. Donc, les Français qui arrivent en tant que touristes de masse, ils ont des comportements qui ne sont pas non plus acceptables. C'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à des éléments de base comme attention dans les temples, à ne pas lever le pied, à ne pas faire certaines choses. Ils parlent fort. Finalement, ceux qui sont les mieux appréciés en Thaïlande, c'est peut-être les Japonais. Parce qu'ils ont une culture du non-dit, du silence, qui est assez proche de celle des Thaïlandais. Les Thaïlandais parlent pas fort, contrairement aux Vietnamiens qui parlent très fort. Et donc, les Vietnamiens sont perçus à peu près normalement parce qu'ils ne sont pas très loin, mais ils n'apprécient pas, par exemple, qu'ils parlent fort, un peu comme les Chinois. Et ceux qui sont vraiment bien appréciés, c'est les Japonais. Les Indiens, ils ont aussi des comportements qui sont souvent... ils pensent que les Indiens sont hautains par rapport aux Thaïlandais. Donc voilà, donc chaque communauté... Pas de problème avec les Nord-Africains, par contre. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui vont en Afrique du Sud. Il y en a qui vont aussi au Kenya. Il y a aussi beaucoup de Thaïlandais qui font du commerce avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a pas mal de Thaïlandais qui ont appris le français pour aller faire du commerce avec le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, justement. Et par rapport à la religion, alors là, ils sont très, très tolérants et très ouverts. En fait, toutes les religions sont parfaitement admises. On peut avoir un minaret à côté d'une chapelle et à côté d'un temple, il n'y a aucun souci. Les communautés ne se mélangent pas. Mais si vous voulez aller manger un plat comme par exemple une soupe de queue de bœuf au piment, eh bien on sait que c'est dans la communauté musulmane qui font les meilleures soupes aux queues de bœuf. Donc on ira manger une soupe aux queues de bœuf. Et vous savez qu'en Asie, la nourriture, c'est la base de l'échange culturel. Donc, si vous ne savez pas manger en Asie, ce n'est pas la peine de venir s'installer. D'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Oui, je trouve que c'est une belle conclusion. Enfin, la conclusion, ça sera celle d'Amal qui a écouté avec beaucoup d'attention et qui va conclure. Mais c'était un très joli mot. Merci beaucoup, Bruno. Et merci Wong. Amal. Merci Young, merci Bruno, merci Ludovic, merci Christine. Moi si j'ai le droit, j'ai une petite question à Young. Alors, je sais que tu as passé, je crois, une année en Belgique. Alors, je voudrais avoir brièvement ton témoignage en tant qu'étrangère qui a vécu dans un pays européen. Comment l'as-tu vécu? Est-ce que, comme Bruno le dit, tu étais une Vietnamienne qui habite avec qui sortait toujours avec des Belges, des amis européens, ou bien est-ce que tu cherchais les co-citoyens pour faire une petite communauté vietnamienne en Belgique? Donc, il faut se dire que c'est pas une année de suite, mais j'ai cumulé, voilà. Donc, c'était des brefs séjours de 3 ou de 4 mois durant ma thèse de doctorat. Donc, je n'ai pas, c'est-à-dire que je n'ai pas eu beaucoup de contact avec les Belges. Pourquoi? Parce que mes séjours étaient toujours très, très denses. Je devais travailler beaucoup, étudier beaucoup. Et là où je m'installais, c'était une université, c'était une ville universitaire. Donc, il n'y avait pas vraiment de résidents. Pour avoir des résidents, il fallait sortir de Louvain-la-Neuve. Là, oui, j'ai des amis belges, bien sûr. Mais dans mon université, il y a une communauté vietnamienne des doctorants. Donc, tout de suite après mon arrivée, donc ils m'ont déjà accueilli, ouvert, voilà, bienvenue dans le village. On appelle ça le village. Donc, voilà, c'est essentiellement vrai. Bon, alors là, je peux dire à la fin que... Tu prends l'avion?
Et vous deux, vous avez fait un témoignage où il y avait des points de ressemblance, parce que vous deux, bien sûr, vous êtes des professeurs de français, et vous deux, vous avez dit que soit en Vietnam, soit en Thaïlande, les étrangers sont bien accueillis. Il y avait des parenthèses que Young a notées là avec un peu les gens qui ont la peau noire. Et puis pour Bruno, il a parlé un peu des Japonais qui sont pas très bien accueillis. Non, alors, au contraire, qui sont les mieux accueillis. Les Japonais sont les mieux accueillis. J'ai mal entendu alors. Heureusement que tu m'as corrigé. Alors, pour le Vietnam, Young, elle nous a dit que les étrangers qui travaillent sont très bien accueillis parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux. Pour Bruno, tu as dit que les touristes, vu que la Thaïlande, c'est un pays touristique, alors vous accueillez très bien les touristes. Vous êtes... vraiment, vous nous avez guidés dans un voyage dans vos deux pays qui était vraiment un voyage merveilleux, parce que l'ouverture sur une autre culture, sur une autre vie, c'est très enrichissant. Vous avez dit aussi, vous deux, que dans les pays où vous vivez, l'étranger n'a pas le droit d'acheter des terrains. Ça se voit que c'est comment. Pour le travail, quelqu'un comme Bruno, tu es parti de la France pour chercher un travail en Thaïlande. Cela veut dire que les opportunités de travail sont ouvertes pour les étrangers. Tu n'as pas rencontré de problème. Les meilleurs postes d'après Young sont pour les étrangers, ou même non, tu as dit que les étrangers sont mieux payés, ou ils ont des postes meilleurs. Bruno, il a dit que oui, mais il y a des postes qui sont interdits pour les étrangers. Alors, l'accueil est facile dans vos deux pays. Les gens sont tolérants à l'égard des étrangers en Vietnam plus qu'à l'égard des citoyens du pays. L'aspect vestimentaire qui est très important que Christine a provoqué là. Dans les deux pays, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème sur le vestimentaire de l'étranger, mais il y a des codes vestimentaires dans certains lieux ou dans certaines occasions, si vous voulez. Alors, pour Bruno, il a dit qu'il y a des règles strictes je crois, les fêtes religieuses ou quelque chose comme ça, où on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. Il y a une intolérance là si on met quelque chose qui n'est pas. Je peux corriger. Il n'y a pas d'intolérance, c'est-à-dire que personne n'ira dire à la personne qui a fait quelque chose qui est mal vu, mal accepté, ou le comportement n'est pas acceptable. On va jamais rien lui dire. Mais il sera mal vu. Mais il sera mal vu, ou bien on lui fera sentir autrement, mais jamais on lui dira ce que tu as fait, ça se fait pas. Jamais. On pensera qu'il n'est pas cultivé. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir acquis un certain niveau de culture pour être accepté dans la cité. Même avec les comportements des touristes que vous n'appréciez pas en Thaïlande, il n'y a pas de réaction. Non, il n'y a pas de réaction. On ne fait rien. Ça, c'est un comportement qui est bouddhiste. Le bouddhisme. Oui, au Vietnam, c'est pareil. Oui. On n'est pas d'accord, mais on n'ira pas vous dire, monsieur, madame, ce que vous faites, c'est pas bien. Jamais. C'est aussi un problème de face. On ne veut pas faire perdre la face à l'autre. Ah oui, voilà. On ne veut pas affronter. Non. Alors, on préfère rester dans le temps, même si on critique. Non, c'est pas une question qu'on ne veut pas affronter. C'est que ce que dit Young, c'est qu'on ne veut pas faire perdre la face à l'autre en lui disant que ce comportement est mauvais. Voilà. Mais au fond, on va penser que celui-ci, il n'est pas cultivé. Voilà. On va penser que celui-là qui a un mauvais comportement, il n'est pas assez intelligent, pas assez cultivé pour avoir la marque minimum de ce qui est acceptable dans le pays qu'il reçoit. Très bien. Mais ce n'est pas de l'intolérance. Très bien. Et on va parler du rôle de la femme dans la société vietnamienne ou thaïlandaise. Alors,
Young, elle a mentionné que à partir de 1946, le droit de vote, après la guerre, le droit de vote a été donné à la femme, mais avant, ce n'était pas le cas et la femme, elle était un peu opprimée, un peu soumise, d'après ce que j'ai compris, dans la société. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de progrès et elle prend plus de place. Bruno, il a dit, voilà, je ne veux pas dire le contraire, mais voilà, quand il a parlé de la place de la femme dans la société thaïlandaise, il paraît qu'elle a une place très importante. Il a parlé que bon, c'est elle qui gère les business, la bourse, elle est mieux payée que l'homme. Et vraiment, ça, c'est pour nous, c'est non. J'ai pas dit qu'elle était mieux payée. Elle est payée de la même manière que les hommes. Elle n'est pas mieux payée. J'ai pas dit qu'elle était mieux payée que les hommes. Si un homme fait elle a le même niveau de salaire qu'un homme. Il est payé exactement comme la femme. Pas par exemple comme ici en France, un homme et une femme qui occupent le même poste, le salaire de l'homme est un peu plus élevé que la femme. Non, chez vous, il y a l'égalité là entre hommes et femmes. Oui, je peux dire qu'il y a une égalité salariale. D'ailleurs, par exemple, mon épouse gagne beaucoup plus que moi. Ça ne me gêne pas. C'est jamais gênant. Alors, alors là, je finis par dire que bon, je suis tout à fait d'accord avec Bruno quand il a parlé de la gastronomie pour l'échange de culture, mais moi j'ajoute aussi la musique qui est très important et qui est vraiment un lien entre les peuples, entre les cultures. Et je finis par vous dire un grand merci de votre temps, de votre témoignage et de votre participation. Merci tout le monde, merci Ludovic, merci Christine et très belle journée ou très belle soirée, ça dépend. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.